J'aimerais bien aborder le sujet des flammes jumelles, justement, mais surtout de la relation non réciproque. J'étais dans une relation, disons, tumultueuse avec un garçon. C'est bizarre, je ressens des trucs vraiment pas normaux dans cette relation. J'ai l'impression que je suis reliée à lui. Et au fur et à mesure que je regardais ses vidéos, ça collait tellement à mon truc. Je me suis mise à regarder des tirages de cartes. J'avais l'impression qu'on était reliés dans l'invisible. Tu l'idéalises, lui s'en fout. J'ai été assez harceleuse ou harcelante. C'est vrai que la spiritualité m'a entraînée loin. Ok, c'est parti. Ok, alors bonjour Raphaël, du coup ce sera le pseudonyme que tu as choisi pour cette interview. Alors pourquoi tu as choisi ce pseudonyme? Je rajoute juste cette petite question-là. Alors en fait, Raphaël, c'est mon deuxième prénom en réalité. Et c'est aussi un nom d'usage pour moi, comme j'écris. Du coup, j'ai utilisé ce nom pour l'écriture aussi. Ok, en fait je te posais cette question-là pour que tu puisses aussi introduire ton texte que tu m'as partagé et que tu souhaitais également partager en barre de description sous cette vidéo. Oui, tout à fait. Alors ce texte, je l'ai écrit en plein confinement et c'est l'histoire d'amour en fait entre la personne dont il est question dans cette histoire et moi. Et je vais lui donner un nom factice à cette personne. Je vais l'appeler Julien, par exemple. Ok. Comme ça, je l'appellerai Julien dans l'interview. Et donc, j'ai écrit une histoire qui parle de l'ascension émotionnelle que j'ai eue pour cette personne, de l'indifférence que lui avait envers moi. Et disons que l'histoire s'est terminée sur une sorte de désenchantement de ma part. Parce que je réalisais que cette personne faisait sa vie sans tenir compte de moi. Et que du coup, j'en ai été attristée. Et donc voilà. En gros, c'est de quoi traite l'histoire. Ok. Donc cette histoire, c'est un résumé de l'histoire que tu as vécue avec cette personne sous le filtre du coup des flammes jumelles dont on va parler après. Tout à fait. Et d'ailleurs, il est question de flammes jumelles dans l'histoire. Ok. C'est-à-dire, je parle vraiment de la notion des flammes jumelles dans la nouvelle que j'ai écrite. Ok, super. Bah du coup, ce sera en barre de description, comme ça ceux qui ont envie d'aborder le sujet avec un exemple très concret sous forme d'une fiction sympathique à lire, ce sera disponible en lien en description. Ok, alors du coup, pour introduire un petit peu, peux-tu te présenter? Alors, donc j'ai 40 ans, j'ai plutôt un tempérament rêveur, très imaginatif. Je suis plutôt artiste dans le sens, je touche à plein d'univers artistiques, l'écriture, le dessin, la peinture, la musique. Je suis un peu multicarte, je fais plein de choses. Et à côté de mon travail, parce que mon travail gagne-pain, c'est infographiste dans une entreprise où je suis déjà depuis 2 ans. Okay. Et ça se passe très bien, voilà. Chouette, ok. Tu voulais aborder également un petit peu comment tu étais quand tu étais enfant. Donc quel genre d'enfant tu étais et quel genre d'adulte tu es devenu? Alors enfant, moi j'étais quelqu'un qui jouait beaucoup toute seule. Et vraiment j'avais mon univers que j'avais développé. Je pensais que j'étais une chanteuse. Donc je chantais dans le jardin, j'imaginais que j'étais en spectacle, qu'il y avait un public autour de moi. J'ai toujours eu ce truc d'imagination super développé en fait. Adolescente, c'est pareil, je composais mes chansons, j'enregistrais sur des cassettes ma voix. Je faisais beaucoup de choses artistiques dans ma chambre, fermée, toute seule. J'avais même développé un groupe de musique imaginaire. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses dans l'imaginaire, en fait. Je me suis créé des faux amis. Je leur ai inventé une pièce de théâtre que j'ai écrite à plusieurs... j'ai réécrite au moins 3 fois cette pièce de théâtre. J'étais vraiment assez solitaire et très dans la fiction, beaucoup dans la fiction, en fait. Et je le suis toujours aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, j'ai quand même, réalisé qu'il y avait ma fiction et qu'il y avait la vie réelle. Et que du coup, fallait bien faire attention à pas dériver trop dans ma fiction, à rester quand même les pieds sur terre. Donc voilà, c'est un peu la différence qu'il y a entre le moi adulte et
et le moi enfant. C'est que je me suis rendu compte d'à quel point je pouvais partir dans ma tête, dans des films que je me faisais vis-à-vis des gens, vis-à-vis des réactions que les gens pouvaient avoir. J'avais une anxiété sociale assez forte et du coup, c'était un peu ma manière à moi de me faire une bulle de protection. Bon, j'ai suivi une thérapie comportementale et cognitive avec des psychologues, et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en quelque sorte beaucoup mieux dans ma peau qu'à l'époque, qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Ok, super. Bah, c'est encourageant, en tout cas, d'entendre ça. C'est encourageant. Et je pense que c'est le cas pour énormément de personnes. En fait, on se réfugie souvent, oui, dans la fiction, dans notre monde imaginaire, dans notre petite bulle secrète, intime, qui permet de se ressourcer et de fuir les réalités parfois difficiles de la vie. Alors, quel sujet souhaites-tu aborder? On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure avec les flammes jumelles. Quel sujet souhaites-tu aborder aujourd'hui et pour quelles raisons? Alors aujourd'hui, j'aimerais bien aborder le sujet des flammes jumelles, justement, mais surtout de la relation non réciproque, c'est-à-dire une relation amoureuse, supposée amoureuse par l'un des protagonistes et pas du tout par l'autre protagoniste. Ok, c'est super intéressant. Et pourquoi tu avais envie de venir témoigner à ce sujet? Alors moi, ça me tient vraiment à cœur déjà pour un petit peu alarmer sur la question des dérives des flammes jumelles, et puis aussi et surtout pour aider les gens à réaliser s'ils sont dans une relation qui est à sens unique ou s'ils sont dans une relation où vraiment il y a quelque chose qui se passe des deux côtés avec un échange et un équilibre entre les deux partenaires. Oui. Ouais, parce que finalement, je pense que ça arrive énormément au sein des flammes jumelles de s'inventer en fait toute une histoire, une fiction justement, et puis en fait c'est que dans notre tête qu'il se passe quelque chose, quoi. Parce que ça déconnecte du concret, du réel, toutes ces croyances-là. On va parler de ça, mais d'abord, quelle est ton histoire un petit peu avec le New Age? Comment est-ce que ça a commencé? Alors, en fait, c'est une longue histoire, donc je vais résumer, parce que je ne veux pas trop m'étendre. J'ai commencé par faire du tai chi chuan au début de mes études. J'ai suivi des cours de tai chi chuan comme ça sur une année. Et puis, l'année suivante, j'ai pas poursuivi. Pendant plusieurs années, j'ai rien fait de particulier en activité. Et puis 10 ans plus tard, environ 10 ans plus tard, j'étais avec un petit ami qui m'a dit tiens, je fais du tai chi. Et il me dit écoute, c'est vachement bien le tai chi, tu devrais t'y mettre. Et je lui dis moi j'ai déjà fait du tai chi et je veux bien m'y remettre. Et du coup c'est reparti, je me suis remise au tai chi. J'en ai fait sur une dizaine d'années. Donc j'ai vraiment développé la pratique du tai chi. Est-ce que tu peux définir juste rapidement ce que c'est pour que tout le monde comprenne? Alors le tai chi chuan, en fait, c'est une discipline qui vient de Chine et c'est c'est de la méditation en mouvement, c'est-à-dire que c'est un genre de kung-fu, mais très 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 ralenti à l'extrême. Et c'est des mouvements qu'on peut voir faire des gens, des fois dans les parcs, vous verrez des gens qui font des mouvements comme ça, un peu qui ressemblent à des mouvements d'arts martiaux. Et en fait, c'est ça le tai chi chuan, c'est des mouvements très très lents. Et il y a des avancées, c'est-à-dire il y a des déplacements. Et le but de ces mouvements, c'est d'acquérir de la concentration, de se retrouver dans l'instant présent. Et en fait, c'est une relaxation, mais c'est comme de la méditation en mouvement, je dirais, avec des déplacements. Ok. Donc tu disais que tu as pratiqué ça pendant 10 ans. Une dizaine d'années. Et parallèlement, je croyais déjà un peu à tout ce qui était astrologie. J'étais baignée dans l'astrologie au lycée parce que j'achetais beaucoup de livres là-dessus. J'étudiais énormément l'astrologie, les thèmes, faire des thèmes astro. Et donc j'étais un peu baignée un peu dans ces univers à la fois de zen, méditation, astrologie, un petit côté spirituel, mais sans se l'avouer, quoi. Parce que moi, quand j'étais enfant, j'étais à la catéchèse, tout ça. Enfin, j'ai eu vraiment une éducation catholique jusqu'à à peu près 13-14 ans. Et à 13-14 ans, ma mère m'a dit, écoute, maintenant, tu es libre
de croire à qu'est-ce que tu veux. Et du coup, je me suis tournée plus vers le bouddhisme. J'ai lu un peu des textes sur le bouddhisme. Je me suis intéressée plus au Tao, la voie du milieu, enfin ce genre de, je sais pas si on peut appeler ça des philosophies orientales, mais en tout cas, ça m'intéressait vraiment et de plus en plus, je me suis retrouvée à avoir une sorte de spiritualité qui au début c'était sous-jacent et puis maintenant, En grandissant, progressivement, voilà, c'est devenu assez central finalement dans ma vie. Je me suis entourée de Bouddha, de figurines de Bouddha, en même temps j'avais des figurines de Jésus. Et j'ai toujours gardé, d'ailleurs actuellement, j'ai toujours un peu ce côté agnostique, donc c'est-à-dire je suis pas complètement croyante ni complètement athée, c'est un peu les deux. Et j'ai mélangé un peu de bouddhisme dans tout ça, enfin j'ai mélangé diverses croyances, quoi. Ok, donc ça c'est un petit peu ton entrée progressivement dans le New Age. Et puis après, à quel moment t'as rencontré le concept, si je puis dire, des flammes jumelles? Enfin, la croyance des flammes jumelles, plutôt. Alors en fait, ça m'est tombé dessus, ou c'est plutôt moi qui suis tombée dessus, à un moment donné où j'étais dans une relation, disons, tumultueuse avec un garçon que j'avais rencontré sur l'Internet par l'intermédiaire d'un autre ami, donc le Julien en question. Et je me questionnais, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette relation? C'est bizarre, je ressens des trucs vraiment pas normaux dans cette relation, j'ai l'impression que je suis reliée à lui, j'arrive pas à me déconnecter de cette personne, il y a un problème. Et donc je suis allée regarder sur Google, j'ai tapé sur Google relations amoureuses compliquées, relations amoureuses, enfin j'ai tapé un truc comme ça, et je suis tombée directement sur vidéo YouTube flammes jumelles. Et là, je suis tombée sur une vidéo. Aujourd'hui, la chaîne n'existe plus, mais c'était une vidéo d'une fille, disons, plutôt jeune, qui parlait du runner, donc la partie runner là, des flammes jumelles, c'est-à-dire celui qui est à la recherche de la relation, qui poursuit l'autre et qui veut absolument que l'autre s'intéresse à lui. Ah, je crois que c'est pas le chaser, ça d'ailleurs celui qui court après. Le chaser, oui, pardon. Ouais. C'est le chaser, exactement, oui, pardon. Non, pas de souci. Après, des fois, on dit tout et son contraire dans ce truc. Donc, mais il me semblait bien que le chaser, donc c'est celui qui court après, et puis le runner, c'est celui qui a tendance plutôt à fuir le lien. Voilà, c'est ça. Et donc, je me suis abreuvée de ces vidéos parce que je me suis dit, waouh, mais ça, c'est exactement ce que je vis. Donc, c'est ça le truc là. Tout de suite, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, moi, je suis un peu le chaser, et puis lui, ça serait plutôt le runner. Et puis, donc, j'ai appris les termes des flammes jumelles, tous les termes qui sont employés dans ces vidéos, qui expliquent qu'au début, il y a une rencontre incroyable, après, il y a une séparation, etc. Il y a plein d'étapes. Et au fur et à mesure que je regardais ces vidéos, ça collait tellement à mon truc. Enfin, je pensais que ça collait à mon truc et je me disais, oui, c'est ça que je vis. Et du coup, je me suis mise à regarder des tirages de cartes. Et là, je me suis abreuvée de tirages de cartes pendant au moins 3-4 mois, jusqu'à ce que moi-même, je me dise, tiens, je vais me faire des tirages de cartes. Donc, j'ai commencé à m'en faire. J'ai créé mes propres cartes. Ah ouais. Après, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, mes cartes, elles sont peut-être pas assez complètes. Alors, je vais acheter des oracles. Et ça a été la folie des oracles. J'ai acheté plein d'oracles et je me mettais dans les tirages et je faisais des tirages aussi sur Internet. Et à un moment, j'étais tellement dans ces tirages que je voyais plus autre chose. Je faisais que ça. Ouais. Ça devient une addiction, hein. Ah oui, vraiment, oui. Et alors, en quoi ça collait, si tu as envie de nous donner des exemples, qu'est-ce qui faisait que ça te parlait, cette idée des flammes jumelles? Alors déjà, il y avait l'histoire de la rencontre, où moi, dans la réalité, je suis allée rencontrer cette personne en vrai, parce que j'avais eu des interactions sur Internet.
Et un jour, j'ai dit, allez, je fais un Blablacar, je descends à Montpellier, dans le sud de la France, et je vais rencontrer cette personne. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et on s'est vus. Et là, il y a eu... moi, je pense que j'étais déjà dans le filtre d'amour, entre guillemets. Ça avait déjà infusé un peu en moi. J'étais déjà un peu amoureuse. Et le fait de voir la personne, ça m'a fait un choc interne. Je sais pas si on peut dire un coup de foudre ou je sais pas, mais bon. Et je me suis dit, ah oui, c'est lui. Oui, c'est lui que j'aime. C'est lui. C'était évident. C'était comme s'il était un dieu sur terre, quoi. Et un jour, donc, je suis allée le voir. On a parlé en seul à seul. Et en fait, moi, comme je suis musicienne et que lui, il avait un label de musique, il m'a proposé gentiment de m'inviter à rejoindre son label et à mettre ma musique sur son label. Label indépendant, voilà, il me demandait pas de remplir quoi que ce soit comme fiche. C'était un peu libre. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Je lui ai parlé, on n'était que tous les deux. Et j'ai vu dans son regard quelque chose de très, très gentil, bienveillant, à l'écoute. Et moi, j'ai pris ça comme un truc d'amour, amoureux, quoi. Et du coup, dans les Flammes Jumelles, il y a cette fameuse rencontre où on reconnaît l'autre comme étant vraiment son double, la personne unique qui nous convient, qui nous correspond. Et c'est à ça que j'ai raccroché les wagons en fait avec les Flammes Jumelles, c'est que ça correspondait déjà à la rencontre. Et après, il y a eu une séparation, puisque bon, on a conversé un peu sur Internet par la suite, et il y a eu une mésentente entre nous au sujet de ma musique sur son label, justement. Donc je ne vais pas dans le détail, mais il y a eu vraiment un accroc entre nous, un gros accroc. Et moi, cet accroc m'a fait vraiment me mettre en colère. Et lui, il a voulu tourner les talons à ce moment-là, il ne voulait plus me parler. Et en fait, on s'est vraiment fâchés, vraiment pris le bec. Et là, dans les Flammes Jumelles, j'ai vu qu'il y avait cette histoire de séparation, là. Et je me suis dit, voilà, c'est ça la séparation. Oui, ce qui paraît cohérent, en fait. C'est ça aussi qui fait que ça peut nous parler à tous, parce qu'il peut tous nous arriver une espèce de coup de foudre comme ça, on rencontre quelqu'un et puis waouh, on idéalise aussi la personne, bien entendu, souvent dans les débuts de relation. Et puis je sais pas, cette personne nous apporte quelque chose dont on a besoin, peut-être de l'attention, de la présence, de l'écoute, de la bienveillance en fait, tout simplement. Et on peut prendre ça pour waouh, en fait cette personne elle est incroyable, etc. Et ça peut aller vite en fait, hein. Il suffit de tomber juste sur le truc et ça colle à notre histoire. Mais alors j'aimerais juste comprendre à quel moment tu t'es posé la question de qu'est-ce qui se passe et à quel moment tu as fait cette recherche en fait. Est-ce que c'était avant de le rencontrer ou juste après? C'était avant la rencontre physique et réelle. C'était, je dirais, dans la période où on s'écrivait encore sur Internet, mais on ne s'était pas vu en vrai. Et moi, j'écoutais sa musique, vu qu'il est musicien aussi, j'écoutais sa musique. Et en fait, en écoutant sa musique, j'ai eu une révélation et j'ai eu le sentiment que sa musique était tournée vers moi. Un peu comme une érotomaniaque, si vous voulez, qui est convaincue qu'un artiste écrit ses chansons pour elle ou pour lui. Et là, c'était vraiment ça. Je pensais que tout ce qu'il écrivait m'était destiné à travers une sorte de lien invisible que je ressentais moi fortement. J'avais l'impression qu'on était reliés dans l'invisible. Et je pense que les Flammes Jumelles m'ont vraiment confortée dans cette idée qu'il y avait une sorte de télépathie entre lui et moi. Alors que c'était une télépathie que je créais de toutes pièces. Hein. C'était moi qui pensais, qui imaginais cette télépathie. D'accord. Ouais, donc tu étais peut-être aussi influencée au moment de la rencontre, puisque tu avais déjà un pied dans la croyance Flammes Jumelles. Oui, c'était interconnecté. C'est-à-dire que moi, déjà, je me faisais beaucoup de films.
Déjà, sans flamme jumelle, j'étais déjà dans le film, cette personne est pour moi, elle m'est destinée. Et avec les flammes jumelles, c'est venu appuyer sur ça en disant oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et alors, j'étais dans une sorte de fantasme un peu par rapport au message de l'univers aussi. Parce que je voyais des plumes sur... donc, bon, on voit des plumes un peu de partout. Il y a des pigeons en ville, voilà. Et moi, en fait, à chaque fois que je voyais une plume, je me disais, ah, l'univers m'a envoyé un message. C'est que je suis sur le bon chemin. C'est que c'est vraiment lui, mon jumeau. Je peux pas me tromper. Je voyais aussi les heures miroirs, là, par exemple 3h33, ce genre de signes comme ça dans la spiritualité qu'on nous montre beaucoup. Et je me disais, oui, je suis sur le chemin. Oui, ouais, ça c'est vraiment typique en fait du New Age où en plus dans les flammes jumelles on nous parle justement de ces synchronicités, on nous dit vous allez voir des synchronicités sur le chemin qui vont confirmer un petit peu vos doutes. Et puis bah, évidemment que comme notre attention est tournée là-dessus, on prend tous les petits hasards de la vie comme étant des synchronicités qui valident notre croyance. Ça, c'est des biais cognitifs. Mais effectivement, on tombe tous dans le panneau. En fait, tous ceux qui ont été dans cette spiritualité comprendront de quoi on parle. Alors, tu parlais de l'érotomanie quand tu prenais l'exemple aussi avec un artiste qu'on peut adorer et on peut avoir cette impression qu'en fait, cette personne s'adresse directement à nous. L'érotomanie, ça va même un peu plus loin. Est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots ? Alors l'érotomanie, moi je me suis renseignée dessus après m'être rendu compte que j'étais un peu dans quelque chose qui y ressemblait. En fait, ça va même plus loin l'érotomanie, c'est que on est persuadé que l'autre nous aime et on va même jusqu'à le poursuivre chez lui, rester devant sa porte, attendre qu'il sorte. Il y a des témoignages de personnes érotomaniaques que j'ai vus qui expliquent vraiment que ils pensent que la personne, par exemple, si je sais pas, si la personne connue divorce, ils vont se dire ah oui c'est pour moi, c'est parce qu'en fait elle divorce parce qu'en fait elle veut se retrouver avec moi. Enfin ça va très loin dans un schéma de pensée où l'autre finalement, on pense que l'autre nous aime, on lui attribue un amour pour nous, mais qu'il n'a pas, qu'elle n'a pas, quoi, qui est faux, qui est complètement imaginé dans notre tête. C'est une sorte de délire un peu psychotique, quelque chose d'un délirant, quoi, quelque part. Ouais. Oui, puis il y a un côté très obsessionnel aussi. Oui. Alors du coup, tu rencontres donc Julien à Montpellier, il y a ce coup de foudre, et puis après il y a cette séparation due à cette dispute. Et alors ensuite, qu'est-ce qui se passe ? On en est où ? Alors ensuite, il y a de longs mois qui s'écoulent avec presque plus de communication. Moi, je suis super fâchée. Je me dis, bon, de toute façon, c'est qu'un con. Enfin, voilà, je veux plus lui parler. Et puis, progressivement, disons, ça fait son chemin dans ma tête. Et je me dis, bon, je vais lui envoyer un mail d'excuses pour mon comportement. Comme quoi, j'ai peut-être été un peu trop colérique. Voilà, donc je me suis excusée. Et puis je reçois un mail retour de sa part, il me dit qu'il n'y a pas du tout de souci, qu'il est, comment dire, lui aussi, il est passé à autre chose. Et on se remet en contact. Et donc c'était en 2017 approximativement, où il avait enlevé un de mes albums de son label et il a proposé de remettre cet album qu'il avait retiré. Donc j'étais contente, moi je me disais ah c'est bien, on renoue notre relation. Et je me disais bon, il faut que ça reste que de l'amitié parce que c'est malsain. Et je commençais déjà à me dire là, c'est malsain cette relation. J'avais un peu des instants de lucidité où je me disais mais en fait c'est du n'importe quoi. Tu l'idéalises, lui il s'en fout. Et par moments, j'étais un peu désespérée, mais ça s'alternait avec des moments où j'étais euphorique. Et puis d'autres moments où je me disais non, mais c'est pas une bonne relation. Faut arrêter ce truc qui est malsain, je me disais. Ok. Ouais, c'est intéressant ça, ces petits moments quand même de lucidité où tu te rends bien compte qu'il y a un truc qui va pas, mais tu y vas quand même parce qu'il y a aussi cette part. Alors qu'est-ce qui fait que tu y vas quand même en fait ?
Parce que je pense que j'avais vraiment un besoin d'être aimée, je me sentais mal dans ma peau, j'étais vraiment en carence affective. Et du coup, je suis vraiment allée vers cette personne qui ne me regardait pas, qui, disons, m'apportait 2, 3 petits trucs d'attention comme ça, mais juste parsemés et normaux, quoi. C'est-à-dire qu'il était comme tout le monde avec moi, quoi. C'est-à-dire, il me parlait, mais voilà, il n'y avait rien de plus. Et moi, j'en avais fait un truc paradisiaque où je pensais que c'était quelque part, j'allais nourrir un besoin d'amour, un besoin d'affection énorme. J'allais le nourrir disons, en projetant tout ça, comme quoi lui, il aurait ça pour moi. Il aurait tout cet amour et cette affection pour moi. Donc, c'est complètement hors réalité. D'accord. Quelles ont été les conséquences finalement de cette croyance flamme jumelle sur cette relation? Alors, les conséquences, je dirais que ça a été destructeur. Parce que déjà, j'ai été assez harceleuse ou harcelante, je sais pas, avec lui. Je lui envoyais beaucoup de messages et je me rendais compte que c'était trop. Mais j'arrivais pas à me contenir. Il fallait que je lui écrive. Des fois, il restait plusieurs mois sans me répondre. Et moi, j'étais dans une frustration, donc c'était très dur à vivre. En plus, j'avais le sentiment d'être aussi dans une forme de masochisme parce que moi, quelque part, je me mettais vraiment tout en bas. Enfin, je le portais au nu et moi, je me dévalorisais beaucoup. Et je pense que ce déséquilibre entre le fait que lui, je l'admirais, mais sans condition, c'était comme un dieu. Et moi, j'étais une pauvre fille qui, comment dire, avait besoin de son amour pour exister, quoi. Enfin, il y avait un truc comme ça très. Et du coup, un jour, j'ai décidé de lui avouer mes sentiments. Parce que je ne tenais plus, je n'arrivais plus à contenir mon émotion, mon sentiment. Et un jour, j'ai carrément, je crois que je l'ai appelé même au téléphone. J'avais son numéro parce que quand on s'était vu en vrai, on avait échangé les numéros. J'avais jamais osé l'appeler et puis là, j'ai appelé et puis je lui ai dit, écoute, voilà, il faut que je te dise quelque chose. Ça fait des années ça faisait peut-être 5 ou 6 ans, quoi. Ça fait des années que j'ai vraiment un sentiment fort pour toi. Je pense que je suis amoureuse. Et là, il m'a répondu, écoute, je suis désolée de te le dire, mais moi, non, c'est pas le cas. J'ai aucun sentiment pour toi. Je t'apprécie, mais voilà, je ne ressens rien pour toi. Il n'y a rien de possible avec moi. Et là, en fait, je pense que quelque part, je m'attendais à la réponse parce que j'avais quand même un peu de lucidité. Et là, ça a été un peu la dégringolade pour moi au niveau psychologique. Parce que parallèlement, dans ma vie, il y avait mon travail où ça allait pas du tout non plus. Et donc, je pense que ça a été un peu une descente, un peu pas très loin de la dépression, finalement, où je me suis retrouvée avec, disons, les croyances que j'avais et la réalité, et ça faisait un tel choc, c'était assez frontal, que j'étais très malheureuse. Et pendant plusieurs jours, je lui écrivais des messages pour lui dire, écoute, j'essayais de lui demander du réconfort. Je m'accrochais à lui, en fait, et lui, il avait plutôt une réaction saine, qui a été de dire, écoute, il faut que tu arrêtes de m'envoyer des messages parce que moi, je ne peux rien faire pour toi. Il faut que tu te trouves toi-même une solution, quoi, pour t'aider dans ton problème, parce que moi, je ne peux rien faire. Et puis, à un moment donné, il a tout coupé. Il m'a bloqué partout sur tous les réseaux. Il a plus intercepté mes messages ni mes appels. Et là, c'est là que j'ai vraiment réalisé que là, il y avait, c'était du néant. Il n'y avait plus rien de possible. Et là, je me suis retrouvée, disons, en désespoir. J'étais désespérée. Alors, pour revenir un petit peu quand même avant, tu disais que ça a duré plusieurs années où c'était donc de l'ordre de l'amitié uniquement.
Oui, pour lui, c'était... Oui, bah, c'est vrai que sa vision à lui, c'était quelque chose d'amical et j'étais juste une copine parmi tant d'autres. Parce qu'il avait beaucoup de copines autour de lui. En fait, c'est quelqu'un d'hyper sociable. Il a beaucoup d'amis hommes et amis femmes. Et vu qu'il fait de la musique et qu'il a une reconnaissance un petit peu au travers de ce qu'il fait musicalement, ben, du coup, il a aussi des gens qui le suivent sur Internet. Donc, c'est quelqu'un qui a un peu une petite notoriété. Et je pense que lui, pour lui, j'étais quelqu'un comme ça parmi tant d'autres. Une personne, voilà, il n'y avait rien de plus. Mais il voyait quand même qu'il y avait quelque chose qui posait problème chez moi, quoi. Comment tu le sais, ça, qu'il le voyait? Ben parce qu'il me l'a dit au téléphone. En fait, il m'a dit, mais je te trouvais étrange par moment. Tu avais des réactions, tu te mettais dans tous tes états pour rien du tout. On aurait dit que tu avais comme si tu étais bipolaire et que tu avais des grandes sautes d'humeur. Et en fait, il était assez clairvoyant parce qu'il se trouve que j'ai de la cyclothymie, qui est une forme de bipolarité, mais beaucoup plus moindre, disons. C'est-à-dire que j'ai des sautes d'humeur, je peux être euphorique et je peux être très déprimée par moments. Et bon, aujourd'hui, j'ai un suivi, je suis stabilisée, donc tout va mieux. Mais il m'a permis de me rendre compte que j'avais ce souci d'instabilité d'humeur. Et il a toujours été assez, finalement, objectif, lui, de son côté. Ok. Peut-être une chance aussi, parce que si c'était embarqué dans le truc, ça aurait pu prendre des proportions peut-être encore pires, quoi. Oui. En fait, dans ma difficulté, j'ai eu quand même une chance, c'est que j'étais face à quelqu'un qui avait des réactions saines. Et aussi, j'étais moi-même quand même dans une forme de lucidité par instant où je me disais, mais là, tu dérailles, ça va plus. Je me disais à moi-même, il faut vraiment que tu remettes les pieds sur terre. Mais bon, c'est vrai que la spiritualité m'a entraînée loin. J'ai même fait faire des soins à distance par des thérapeutes. J'ai payé des sommes quand même. C'était pas des petites sommes. Pour faire des soins pour toi, pour lui, comment ça? Pour faire des soins seulement pour moi. Par exemple, c'était des soins à distance avec les mains pour réaligner mes chakras. Il y avait des soins aussi où c'était pour travailler sur les vies antérieures et dénouer des liens entre guillemets toxiques, des liens de karma qui étaient, disons, qui m'impactaient dans ma vie actuelle, enfin au moment où j'ai fait les soins. J'ai même fait faire un tirage de cartes à un voyant. Enfin, j'ai accepté sa prestation qui était à moindre prix. Je me suis dit, bon, allez, j'en profite. Il proposait une prestation à moindre prix et je lui ai demandé donc à ce voyant, et ça m'a vraiment, je pense, aidé. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me dire si je suis dans une relation flamme jumelle avec Julien? Et là, il a tiré les cartes et il m'a répondu par téléphone, je m'en rappelle bien. Il m'a dit, non, vous n'êtes pas du tout dans une relation flamme jumelle, c'est une relation karmique dans laquelle vous avez à démêler quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé avec Julien et vous devez le régler dans cette vie. Voilà ce qu'il m'a répondu. Ok, et comment t'as pris ça alors? Alors sur le coup, je me suis dit, ah oui, bon, j'étais déçue. Je me suis dit, mince, je suis pas flamme jumelle. Ce qui montre qu'il y a un côté égotique là-dedans, d'ailleurs, parce qu'on a envie, en fait, c'est un peu flatteur aussi comme parcours. Oui, c'est ça, c'est-à-dire, pour moi, les flammes jumelles, je voyais ça comme les élus qui allaient sauver la Terre, enfin, il y avait tout un truc, bon. Et là, je me suis dit, ah bah, je suis pas dans les élus, donc ça veut dire que, bon, moi, ma petite vie, c'est pas grand-chose, quoi. Et donc, j'ai déchanté un peu. Et après coup, sur 2-3 jours plus tard, après le tirage, je me suis dit, ah oui, mais bon, en fait, c'est vrai, il a sûrement raison. Et heureusement qu'il m'a dit que j'étais pas dans les flammes jumelles, parce que c'est un parcours très souffrant. Je me suis dit, donc heureusement que je suis pas dans ce parcours très souffrant. Finalement, ça m'enlève une épine du pied, quoi. Ok. J'ai pris ça avec philosophie un peu. Ouais. Tant mieux, mais alors du coup c'était remplacer une croyance par une autre, alors qu'est-ce que t'en as fait derrière?
Parce que du coup, tu croyais finalement que tu étais dans une relation karmique avec Julien, c'est ça? Oui, j'y croyais, disons que j'y croyais aux 3 quarts, et puis j'avais un quart qui était resté un peu sur la réserve, où je me disais, bon, c'est bizarre quand même ce truc, et puis bon, l'amour, c'est pas fait pour souffrir, donc c'est bizarre quand même. Et en fait, je pense que pendant plusieurs mois, j'ai été un peu dans ma dépression, donc j'essayais de me réparer, disons, d'essayer d'aller mieux et de comprendre un peu ce qui arrivait, ce qui m'arrivait. Et quelques mois plus tard, je dirais que il y a eu les couvre-feux, et puis il y a eu les vaccins, et puis il y a eu la période après tout ça, où je suis un petit peu renée de mes cendres, entre guillemets. J'étais au chômage à cette période-là en plus, donc j'avais beaucoup de temps pour regarder ce qui n'allait pas chez moi, voilà, vraiment me questionner. Et à ce moment-là, je suis allée sur Internet, et puis je suis tombée sur une chaîne YouTube qui s'intitulait Sortir du New Age. Et j'ai visionné une vidéo où c'était juste un podcast, c'était une voix d'une fille qui expliquait les dérives des flammes jumelles notamment. Mais c'est vrai que j'ai déjà échangé en fait avec cette personne, et je mettrai en barre d'infos sa chaîne, parce que effectivement c'est super intéressant. Et elle parle beaucoup des flammes jumelles, et son but c'est vraiment d'alerter sur les dérives, quoi. Oui, et alors je me rappelle plus exactement. Je crois que c'était la vidéo Flammes jumelles justement, donc où elle débunkait un peu la question flammes jumelles. Et sur le coup, je me suis dit mais pour qui elle se prend? Et puis après, progressivement, en écoutant, je me suis dit mais oui, c'est vrai. Enfin, j'ai eu un moment où je me suis dit en fait, c'est assez juste ce qu'elle dit. Et j'ai eu quand même 2-3 jours comme ça où je me suis dit, bon, je vais regarder de nouveau la vidéo. Je l'ai regardée peut-être 2 ou 3 fois. Et au bout de quelques visionnages, j'ai fini par me dire, oui, mais en fait, c'est ça. Hein. Ça ressemble vraiment à une dérive, comme une dérive sectaire, quoi, finalement, où on est endoctriné, on est pris pour, je sais pas moi, des anges terrestres qui veulent sauver la Terre. Enfin, il y a tout un système de pensée qui nous leurre, qui nous enferme dans une spiritualité qui... Moi, ce que je trouve dangereux là-dedans, c'est qu'en fait, on n'est plus les pieds sur terre. Ça nous déconnecte. Enfin, moi, personnellement, j'ai été déconnectée de qui j'étais. Ouais. Je suis partie dans un univers et j'étais perchée. J'avais pas fumé de cannabis ni pris de quoi que ce soit, mais j'étais perchée au quotidien. Oui. Ouais. Et c'est marrant que tu parles des drogues comme ça, parce que je trouve que personnellement, je me suis souvent retrouvée dans des états où je me sentais vraiment high, quoi. Je me sentais presque dans un état second qu'on pourrait comparer à un état dû à une prise de substance. Mais juste parce que j'avais fait une méditation transcendantale sur YouTube, ou parce que j'avais écouté une musique New Age et que je me mettais dans cet état. Et je pense que il y a une recherche aussi quand même comme ça de partir et puis de ressentir des sensations fortes, des sensations agréables via en fait cette spiritualité. Ça devient une addiction comme une autre en fait. Hein. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est bien que tu parles de tes méditations sur YouTube, parce qu'il y a eu une période où j'étais pas du tout bien dans mon travail, où j'étais encore sur Julien à penser que c'était mon jumeau cosmique. Et je faisais régulièrement le soir, avant de dormir, des méditations allongées avec des vidéos de YouTube diverses et variées sur, par exemple, la flamme violette, comment libérer ses vies antérieures. Enfin, il y avait plein de thématiques diverses et variées. Et chaque soir, je faisais ça. Et en fait, ça m'avait mis dans un état, comme tu décris, un état presque de transe, d'avoir l'impression de flotter dans son corps un peu, et d'être un peu immatériel comme ça, un peu flottant, un peu pas trop situé ici et là. Et un flou artistique, mais enfin un flou spirituel, quoi.
Même à un moment, j'ai pensé que je faisais comment on appelle ça, une montée de Kundalini, là, comment Ouais. ils appellent ça, c'est-à-dire l'énergie qui tourne en vortex à l'intérieur du corps pour se libérer par le chakra, je crois, Coronal, ouais. de la coronale. Et un soir, j'avais vraiment eu le sentiment de vivre ça, alors que peut-être que j'ai pas du tout vécu ça, hein, peut-être que j'étais juste en train de délirer, mais j'ai vraiment eu ce sentiment. Bah, en fait, après, c'est un ressenti. Il se passe quelque chose, on est connecté à notre corps d'une certaine manière, on est dans un état de conscience modifié la plupart du temps. Il y a beaucoup de suggestions dans ces vidéos, beaucoup d'hypnose en fait. Hein, et on ressent des choses et après on nous raconte une histoire qui explique ce qu'on est en train de ressentir. Mais c'est qu'une histoire. Et on pourrait juste aussi se dire, ah tiens, je ressens quelque chose, comme quelque chose qui circule dans mon corps ou... Je sais pas, je me sens connectée différemment à mon corps, j'ai des sensations particulières et on n'est pas obligé de calquer l'histoire de la Kundalini qui monte ou des chakras qui se réalignent ou que sais-je. En fait, c'est une histoire ça après. Oui, c'est vrai que c'est des scénarios un peu comme quelqu'un qui vous hypnotise pour arrêter de fumer, par exemple. J'ai fait de l'hypnose aussi, et parce que j'ai aussi, même dans ma vie personnelle, j'ai vu beaucoup de magnétiseuses, de magnétiseurs, de personnes qui font de la médecine alternative. J'ai quand même donné pas mal d'argent à ces personnes et bon, alors ça m'a apporté, je dirais, peut-être une autre vision de la vie. Mais d'un autre côté, bon, bah, c'est vrai que financièrement, ça a quand même un coût. Et aussi, je dirais que d'un autre côté, ça m'a déconnecté vraiment de ma vie, du réel, du fait que peut-être je pouvais avoir peut-être un souci, un trouble psy ou quelque chose. Et finalement, ça m'a empêché de me regarder dans les yeux en me disant, ben voilà, j'ai tel souci et c'est pas ces médecines-là qui vont me régler mon souci, quoi. Qu'est-ce que tu allais chercher en fait dans ces thérapies alternatives? Qu'est-ce que tu allais chercher? Je pense que j'allais chercher des parts de moi inconscientes ou quelque chose de moi auquel j'ai pas accès au niveau rationnel et peut-être pour m'inventer des histoires sur moi-même, pour me créer une sorte peut-être de personnage. Moi, j'ai toujours été dans l'artistique, à travailler sur l'autoportrait. Et je pense que ça, c'était un peu une manière aussi de compléter cet autoportrait par d'autres biais, d'autres visions, d'autres apports, mais qui n'étaient pas des apports finalement qui m'ont permis de me remettre sur pied et de me retrouver avec une vision saine de moi-même, une vision saine des gens qui m'entourent. Parce que oui, il y a ce truc aussi dans la relation flamme jumelle d'isoler les deux amoureux du reste du monde. Et ça, je trouve ça vraiment dangereux, quoi. Pourquoi ? C'est enfermant, on a l'impression qu'on est seul et contre tous, qu'on n'a pas de soutien. Quand on en parle aux gens, on se dit à qui je peux en parler, qui va me prendre pour une folle ou pas, qui c'est qui va comprendre de quoi je parle. Est-ce que les autres personnes savent de quoi il s'agit ? Enfin, il y a ce truc aussi de se dire, oui, on va me prendre pour quelqu'un de fou, quoi, et donc j'aurai pas de soutien, et donc je préfère pas en parler. Enfin, il y a un truc comme ça, très confidentiel. Ouais. Et qui, du coup, nous permet pas de nous exposer à la réalité et qui nous enferme de plus en plus dans cette idée-là, quoi. Parce qu'en finalement, il y a personne aussi pour nous confronter. Puis même si c'est le cas, même si on ose en parler, effectivement, on va nous dire dans ce genre de contenu sur les flammes jumelles que oui, mais ils peuvent pas comprendre, ils sont pas assez éveillés, on peut comprendre les flammes jumelles que si on l'a vécu soi-même, etc. Tout ce genre de phrases qui font que oui, en fait c'est normal et ça m'isole, mais c'est normal. Oui, c'est ça, c'est que ça nous, quelque part, ce truc nous conforte dans notre petite bulle comme ça. Je suis quelqu'un d'unique, d'exceptionnel, et c'est pour ça que j'ai un jumeau cosmique.
et c'est pour ça qu'avec ce jumeau cosmique, on doit se réunir pour sauver la Terre. Je fais vraiment un résumé très, disons, simplifié du schéma, mais pour moi, c'est vraiment ce truc presque, on dirait un film fantastique presque. Ouais, totalement. Et alors, tu me disais donc que tu as expérimenté plusieurs choses, des soins, etc., de la voyance et tout. Est-ce que ça, c'était lié à ce besoin de réponse par rapport aux flammes jumelles à chaque fois, ou est-ce que, pas forcément, est-ce que tu allais chercher d'autres choses là-dedans qui n'avaient pas forcément à voir avec les flammes jumelles? Alors, pour le tirage de cartes, précisément, là, vraiment, c'était axé flammes jumelles. Je voulais savoir si, oui ou non, j'étais flamme jumelle. J'ai eu la réponse. Et sur tous les autres soins que j'ai pratiqués sur moi, donc soins de main à distance, hypnose, magnétisme, lecture des vies antérieures, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Reiki, tous les soins comme ça, un petit peu flous, qu'on ne sait pas vraiment, qui sont non conventionnés. Et ben, c'était vraiment une recherche sur moi-même pour essayer de comprendre qui j'étais. Mais il n'y avait pas disons, le but n'était pas de dénouer le problème des flammes jumelles. C'était plus de me découvrir moi, de comprendre qu'est-ce que j'avais pu vivre dans mes vies antérieures, qui a fait qu'aujourd'hui, j'étais autant en recherche d'attention, que je me sentais aussi isolée et tout ça. Et alors qu'en fait, l'isolement, c'était provoqué par justement toutes ces croyances de spiritualité. C'est un paradoxe. Mais finalement, ce que je comprends, c'est que t'es allé chercher une forme de thérapie psychologique. En fait, tu cherchais à te comprendre, à te connaître, à peut-être solutionner quand il y a des trucs qui fonctionnent pas trop chez nous tous, et du coup on essaie de trouver aussi des réponses. C'est un peu le rôle d'une thérapie aussi, ça. Exactement, c'est ça. C'est le fait de vouloir se soigner par des médecines qui sont dites naturelles, alors que finalement, moi je l'avoue, aujourd'hui j'ai besoin de chimie pour être stabilisée dans mes problèmes de cyclothymie. Si j'avais pas la chimie, ce serait compliqué pour moi au quotidien. Donc je pense qu'il y a 2 poids 2 mesures. Pour moi, ces médecines, c'est pas tout à jeter. Il y a des choses quand même qu'on peut retirer de ces médecines. Ils ont des visions de la vie qui sont quand même plutôt positives. Mais parallèlement, je pense qu'il faut vraiment avoir un recours aux médecines conventionnées, parce que c'est des gens qui ont vraiment fait des études pour ça. Ils ont fait quand même 6 à 7 années d'études pour eux. C'est des personnes qui ont eu des diplômes et qui sont quand même... C'est leur métier. C'est des professionnels de santé, quoi. Les psychiatres, les psychologues... psychothérapeutes, c'est quand même des personnes qui sont à même de vraiment d'aider une personne qui a des troubles psy, alors que quelqu'un qui fait de l'hypnose ou quelqu'un qui fait du reiki, ou ça peut peut-être donner un plus. C'est un peu comme les fleurs de Bach, c'est un peu comme ces remèdes aux plantes là qu'on peut trouver. Pour moi, c'est un peu comme si c'était un peu des compléments. Okay. Mais ça peut pas remplacer quelque chose qui est la médecine conventionnée. Ok. Donc pour toi, ces soins-là, ça t'a quand même apporté des choses. Donc tu disais une vision différente, une vision positive. Est-ce que tu peux développer ça? Alors oui, en fait, il y a une fois, j'allais voir une magnétiseuse. Je suis allée faire plusieurs séances chez elle. Elle habitait à 2 heures de route de chez moi. Et elle prenait prix libre. Donc bon... Voilà. Et elle me gardait 3 heures. Elle me faisait des soins esséniens, une lecture d'aura et un soin, je crois que c'était du Reiki, voilà. Et en fait, il y avait 1 heure de soins esséniens, 1 heure de lecture d'aura, 1 heure de Reiki. Et sur la première partie, sur l'heure des soins esséniens, en fait, elle avait une technique qui était de désactiver des pensées, enfin de m'aider à désactiver des pensées que j'avais. Et de me remplacer ces pensées par d'autres pensées. Okay. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien dans le sens que c'est quelque chose que j'aurais peut-être pas fait par moi-même. Et elle m'a aidée en fait avec
avec ses soins, justement, elle me tapotait sur les genoux avec un maillet, en fait. Et elle me disait de 1 à 10, elle me disait une phrase, par exemple, « Je suis nulle ». De 1 à 10, comment vous ressentez cette phrase? Et elle me tapotait sur les genoux avec un maillet, et moi, je devais lui dire 7, 6, bon. Et au fur et à mesure qu'elle refaisait le procédé, elle me disait comment cette phrase résonne en vous. Je suis nulle. Elle continuait à me tapoter. Et au bout d'un moment, je lui disais 2 sur 10. Je baissais de plus en plus, en fait. Elle proposait des pensées alternatives, c'est ça? À la place de je suis nulle, penser autre chose, comme quoi, par exemple? Je peux y arriver, je suis capable, comme tout un chacun, d'arriver à ce que je souhaite, ou ce genre de propos, quoi. C'est-à-dire que c'était le propos inversé. Et elle recommençait avec le maillet, et elle me faisait imaginer que j'adhérais à cette pensée. Et en fait, au fur et à mesure, j'augmentais. Au début, je disais 2 sur 10, et puis à la fin, ça finissait avec 9 sur 10. Oui, j'y arriverai. Et en fait, je trouve que marteler des pensées positives dans sa tête, je trouve que c'est une bonne façon aussi de voir autrement, avec un autre point de vue. Okay. Après, par contre, il y a un holà que je mettrais un peu à ça. C'est que pour moi, il est important qu'il y ait du négatif et du positif. Et que c'est un peu comme un balancier. Et que le négatif, il n'existe pas sans le positif et vice-versa. Et que si on nie le négatif, le problème, c'est que on ne peut pas être entièrement fait de positif. Ouais. Pour moi, c'est impossible. On a tous des pensées, des fois, des pensées pas catholiques, entre guillemets, c'est des pensées où on va dire elle m'énerve, celle-ci, ou ce genre de choses, ou lui, il me saoule, et où je trouve que lui, il est trop prétentieux, ou je trouve qu'on va avoir des jugements. Et en fait, on n'est pas des saints dans le sens sainteté, quoi. On n'est pas des saints, des saintes. Et je pense que le biais de penser toujours la pensée positive à tout va, comme ça, c'est faux, c'est pas la vie, quoi. On n'est pas raccord avec la vie, en fait. Ouais, la pensée positive, c'est vraiment un concept qui fait énormément de mal parce qu'il favorise la suppression émotionnelle. Donc de toujours se forcer en fait à être positif, à penser positivement, ça a un effet contre-productif et ça va clairement encore plus nous enfoncer émotionnellement parce que on va pas prendre le temps d'accueillir aussi le négatif qui a besoin d'être entendu, et quand on l'entend pas, il va s'imposer en fait d'une manière ou d'une autre à un moment donné, et du coup c'est très toxique. Là où je comprends que ça ait pu te faire du bien, néanmoins, c'est que ça ressemble beaucoup à de la restructuration cognitive. Donc dans les thérapies comportementales et cognitives, on va explorer des pensées alternatives à celles qui sont peut-être envahissantes et qui t'empêchent d'aller bien, qui créent de l'anxiété, de la dépression. Et ces pensées-là, on va travailler dessus pour proposer à notre cerveau une autre manière de penser qui soit plus équilibrée, plus saine pour soi. Et donc ça existe aussi dans les thérapies psychologiques, sauf que eux ont étudié la question. Alors je sais pas pour cette thérapeute, il y a une manière de faire, et le but c'est pas juste de prendre toutes les pensées négatives et de dire non, on remplace par autre chose de positif parce que on veut pas de la négativité. Non, c'est pas du tout ça qu'il y a dans les thérapies. Je vous laisserai faire vos recherches pour ceux que ça intéresse, mais du coup ça m'évoque un petit peu ça, donc c'est peut-être pour ça en ça que ça t'a fait du bien. Oui, et puis je confirme ce que tu viens de dire, parce que j'ai moi-même fait une thérapie de groupe il y a 10 ans de ça, une thérapie encadrée par 2 psychologues. C'était 1 heure par semaine sur 3 mois. Et en fait, on était 10 personnes, et c'était toujours les 10 mêmes personnes, des patients. Et les thérapeutes nous encadraient, nous faisaient faire des jeux de rôle à 2, par 2. Et puis on avait donc justement là, cette restructuration que tu décrivais, de penser d'une autre manière sur nous-mêmes, au lieu de se penser toujours nul, toujours bon à rien, ou ce genre de pensée. En fait, on était invités à dépasser ces pensées-là, à penser de nous qu'on était valable comme tout le monde, qu'on pouvait y arriver aussi bien que tout le monde. Et on avait des exercices entre nous,
Et les thérapeutes nous donnaient des exercices dans la vie à faire en vrai, chez la boulangère par exemple, ou dans la rue, et des exercices pour se dépasser et dépasser surtout l'anxiété sociale. Ok. Et vraiment, pour toutes les personnes qui ont des soucis d'anxiété sociale, je conseille fortement de faire une thérapie de groupe comportementale et cognitive. Moi, ça a révolutionné ma vie. En plus, c'est une thérapie de groupe, donc de base, on est exposé à la problématique. Oui. Et puis surtout, on est encadré par des psychologues qui sont vraiment dans l'écoute de nos problématiques. Et s'ils voient qu'il y a une personne qui bloque et à qui ça pose vraiment un problème de faire tel ou tel exercice, ils arrêtent et ils sont à l'écoute de chacun et de chacune. Et ça, je pense que c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'on va peut-être pas retrouver dans ces thérapies alternatives. Et puis, ça va être aussi, ces thérapies alternatives, pour moi, c'est culpabilisant aussi, dans le sens où on vous fait croire que c'est vous qui êtes responsable de tous vos problèmes. Et que si cette histoire de karma, encore et toujours, où si tu fais un acte négatif, ça va engendrer que tu vas récolter du négatif. Ouais. Et donc, honte sur toi, il y a un truc comme ça un peu qui est pas dit, mais qui est sous-entendu. Et c'est ça, moi, qui me trouble aussi, c'est le côté insidieux du truc où c'est pas clairement dit que vous êtes des humains terrestres, vous comprenez rien, il faut que vous vous éleviez, il faut que vous deveniez un peu comme des anges. Je sais pas, c'est... Quelle pression! Oui, voilà, il y a un truc sur nos épaules, on se dit, oulala, il faut qu'on monte en vibration dans la 5D, je sais plus ce que c'était, la 3D, 5D, je sais plus. Ouais. Et moi, je me disais, oulala, si je monte pas en vibration, qu'est-ce que je vais devenir? C'est fou quand même, alors que on peut juste se foutre la paix et puis vivre notre petite vie d'humain avec nos petits problèmes d'humain et puis ça ira. C'est déjà pas mal d'avancer chaque jour, de construire sa vie au quotidien, etc. D'essayer d'être à peu près heureux. C'est déjà un gros challenge. Alors si en plus il faut être un ange qui s'élève et qui élève les autres, waouh. C'est bon, moi j'ai pas signé pour ça les gars. Et puis se prendre pour un ange quand même, se prendre pour Dieu aussi tant qu'on y est. Oh de toute façon oui, c'est un peu ça. On parle, en plus le pire c'est qu'ils parlent souvent de l'ego spirituel. Attention, faut pas tomber dans l'ego spirituel. Pardon, mais il y a que ça, il y a que ça là-dedans. Oui, c'est ça l'ego spirituel. Et c'est paradoxal parce qu'ils vont dire qu'il faut une forme d'humilité, mais en même temps, être là-dedans, c'est déjà ne plus être du tout dans l'humilité. Ok, donc pour revenir un petit peu à notre histoire avec les flammes jumelles, alors du coup, donc il y a ce truc d'amitié, d'après ce que je comprends, qui dure pendant plusieurs années, où toi tu continues à fantasmer une relation avec lui. Des fois tu vas consulter, tu deviens un petit peu accro aussi au tirage de cartes qui te renforce dans cette croyance, dans cette illusion, ce qui fait aussi sûrement que ça dure dans le temps. En plus, tu disais, je peux pas trop en parler aux autres parce que on va me prendre pour une folle ou on va pas comprendre ou ceci cela. Donc du coup, ce qui ne te permet pas vraiment une ouverture vers autre chose, jusqu'au moment où il y a quand même un voyant qui va pas dans le sens de cette croyance. Heureusement, du coup, ça te met un petit doute déjà de ce que j'entends. Et puis ensuite, alors qu'est-ce qui fait que tu vas vraiment en sortir? Donc tu me parlais de cette vidéo, ce témoignage-là sur la chaîne Sortir du New Age. Et alors est-ce qu'il y a eu d'autres éléments? Qu'est-ce qui a fait qu'en fait finalement t'es sortie de ça? Alors déjà, il y a eu tes vidéos. Ok. Donc sur lesquelles je suis tombée peu de temps après justement la première chaîne, donc Sortir du New Age. Et puis, du fait d'avoir vu des vidéos donc, de deux youtubeuses, ça m'a amené dans l'algorithme d'autres vidéos. Donc, j'en ai regardé plusieurs. J'ai même regardé des vidéos dont je me rappelle que c'était un gars qui parlait et qui disait qu'une fois qu'on s'était sorti de ça, on pouvait retourner dans la croyance en Dieu, la religion, tout ça. Et moi, en fait, là, je me suis dit, oula,
je sors d'un truc, c'est pas pour rentrer dans un autre truc. Comment dire, pour moi, la religion, c'est toujours remise en question. Je suis toujours dans un truc de doute. Et du coup, je voulais pas non plus sortir du New Age et retomber dans un truc enfermant avec des croyances. Et donc, j'ai eu un moment où c'était un peu un no man's land, où je savais plus trop comment me situer. J'avais arrêté mes tirages de cartes. Ok. Mais je m'étais dit, je m'étais raccrochée un peu aussi à la croyance en Dieu. Et je m'étais dit, oula, tout ça, tous ces tirages de cartes, tout ça, c'est malsain, faut arrêter ça. Et j'étais repartie dans le truc de, bon, je veux pas tomber dans des dérives, je veux pas me retrouver avec des entités desquelles je sais pas qui sont ces entités. Est-ce que c'est parce que j'étais encore dans cette notion du bien et du mal quand même, hein, quand je suis sortie des flammes jumelles. Je suis pas sortie tout de suite de toutes ces croyances binaires un peu avec le bien, le mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, les anges, les démons, tout ça. Ouais. Donc j'ai mis quand même bien 2 ans à complètement m'extraire de ça et j'ai vu, alors j'avais noté différentes références de livres ou de vidéos que j'ai pu voir, notamment Frank Lobvet. J'avais lu plusieurs livres de Frank Lobvet qui, lui, il est un peu dans la spiritualité, mais il est dans la critique du développement personnel et du New Age et tout ça. Ouais. Et du coup, il a une façon de voir qui est quand même particulière. C'est quelqu'un qui a quand même une grosse, forte personnalité. Et il tape un peu dans le vif, des fois, comme ça, avec ses interviews. Ouais, moi je le trouve des fois hyper violent et complètement inconscient en fait, dans sa manière, parce qu'il est pas psy. Hein. Il va un peu essayer de faire des électrochocs à des personnes, mais qui il est en fait pour faire ça, comment il va gérer derrière les conséquences. Personnellement, j'aime pas trop le personnage, mais je connais, hein, j'ai beaucoup écouté aussi ses podcasts, des vidéos. J'avais acheté son livre aussi, enfin un de ses livres en tout cas, je sais pas s'il en a fait plusieurs. Donc je vois un peu le personnage et en fait je comprends parce que d'un côté il semble plus connecté à son humanité et aussi il propose de s'accepter en tant qu'humain avec nos petits problèmes d'humain. Et de pas en fait partir tout le temps dans des explications perchées. D'un autre côté, il est perché, il a beaucoup de croyances, il a quand même une croyance qui le rend un peu tout puissant parce qu'il pense qu'il peut toucher au système, comme il dit, de n'importe qui, qu'il peut rentrer dans la psyché, dans l'énergie de la personne et faire des petites modifications pour que cette personne se sente mieux. C'est hyper présomptueux. En fait, t'es qui toi pour venir manipuler les personnes comme ça? Donc oui, c'est un gros manipulateur en fait. C'est ça. C'est pour ça. Bon, tu me parles de Frank Lobvet, je veux bien. Hein, je suis ouverte et tout, mais je tiens quand même à dire aux gens qui nous écoutent, attention. Enfin, faut remettre quand même les choses à leur place. Il se prend quand même pas pour de la merde. Oui. Et voilà, et donc il propose des stages de développement personnel, hein, finalement à tendance spirituelle, qui vont secouer les gens. Alors souvent, bon ça j'en ferai peut-être une vidéo, je vais pas m'étaler, mais les gens ils ressortent effectivement très bousculés, très fatigués aussi. Il y a un effet de groupe, il y a plein de choses qui se jouent et qui font que ça peut vraiment bousculer la personne émotionnellement. Après, derrière, est-ce qu'il y a un réel changement? Est-ce qu'il y a un réel bien-être qui s'installe dans la durée? J'en doute. Voilà, les stages de dev perso, hein, excusez-moi, mais c'est quand même, à mon avis, 99% de bullshit et de sensationnel, en fait. C'est ça le truc, c'est sensationnel. Ça te donne l'impression que tu vis un truc fort qui va changer ta vie, qui est transformateur. Mais en fait, c'est juste une impression de courte durée. Et puis, après, tu vas quand même devoir aller chez un psy à un moment donné, quoi. Tu vois? Oui, et puis pour appuyer ce que tu dis, c'est vrai que moi, une fois, j'ai montré à un membre de ma famille une vidéo de Frank Lobvet qui durait peut-être 5 minutes, quoi. Et tout de suite, la personne m'a dit « Ouh là là, mais lui, dis donc, il se prend pour qui, là ?» Ouais. Donc vraiment, oui, c'est vrai que moi, personnellement, des fois, j'ai besoin un peu comme des coups de pied au derrière, disons. J'ai besoin d'être un peu tamponnée, des fois, pour
pour disons, me repositionner. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc moi, Franck Lobet, ça me correspondait à ce niveau. Après, je me serais pas confrontée à lui directement, parce que je pense que pour les raisons que tu décris, ça aurait été frontal et ça m'aurait détruite, je pense. Mais c'est et puis, vrai on n'a aucune garantie que ce qu'il dit est vrai, en plus, hein. Oui, c'est vrai que c'est grandement à remettre en question quand même. Et puis, ça peut être aussi beaucoup l'effet Barnum, encore une fois, où il va te dire un truc qui peut parler à beaucoup de gens, du genre oui, toi tu t'es toujours senti différent des autres, ou t'as du mal à trouver ta place dans le monde, ou des choses comme ça. Oui, ok, c'est bon quoi. Enfin, oui, tu vois, c'est vrai. Oui, d'accord, effectivement, comme beaucoup de gens qui se retrouvent dans des stages de dev perso, j'ai envie de te dire. Oui, c'est vrai que souvent, si on va dans ces stages-là, c'est pour chercher à quelque part s'en sortir, enfin, se sentir mieux. C'est ça, on veut tous aller mieux, on veut tous trouver une place, un sens à sa vie, une place dans la société, savoir un petit peu qui on est, qu'est-ce qu'on fait avec ça. C'est des trucs qu'on retrouve un peu dans tous les stages. Et je comprends aussi ce côté des fois on a besoin de piqûres de rappel. Parce qu'en fait, on a besoin déjà de se raccrocher à quelque chose. Donc en fait, si je me raccroche pas à ça, je vais essayer de me raccrocher à ça. Et on a vite fait de retomber en fait dans une dérive, même si ce sera pas la même que la précédente. Et puis deuxièmement, je trouve que il y a aussi une forme d'emprise là-dedans. Et puis on n'est pas tout à fait sûr, on se fait pas confiance, on est dans ce truc de dépendance en fait. On a besoin que quelqu'un d'extérieur nous dise quoi faire, comment agir, comment réagir, quoi faire de notre vie, c'est rassurant. Et du coup, si on n'écoute pas un tel, on écoute un tel finalement, mais on est toujours là à écouter quelqu'un d'extérieur pour nous dire quoi faire de notre vie. Oui, c'est ça. Et en fait, je dirais qu'il n'y a pas vraiment à part tes vidéos et celle de sortir du New Age, et je pense que c'est vraiment, la prise de conscience, elle est vraiment partie de vos vidéos à toutes les deux. Et après ça, je me suis dit, je me suis encore un peu raccrochée ça et là à des trucs comme Franck Lobvet, il y avait aussi Stan Carey, coach en développement personnel. Ouais. Il y avait, comment il s'appelle aussi ah oui, alors ça c'est notable, c'était Jean Laval, je le suivais. Okay. Et un jour je suis allée le voir en conférence et en fait j'ai été déçue quand même par sa conférence, ce qu'il incarnait, tout ça, je sais pas, j'ai eu une déception en le voyant en vrai dans la conférence. Et puis il y a un truc qui m'a fait drôle, c'est que il y avait ces livres qui étaient prédédicacés. Et en fait, dans la conférence, il y a une dame qui a posé une question et il lui a dit, écoutez, j'aurai peut-être pas le temps de vous répondre, mais si vous voulez, à la sortie de la conférence, vous verrez, il y a mon livre dédicacé. Et moi, ça m'a... Je sais plus si ça s'est exactement passé comme ça, mais ça ressemblait à ça, dans mon souvenir. Et je me suis dit, c'est décevant quand même parce que cette dame, elle posait une question, elle voulait peut-être avoir son point de vue et tout, et lui, il la renvoie à son livre prédédicacé, qui dédicace même pas en direct, quoi. Donc j'ai trouvé il y avait un truc un peu comme ça, je sais pas si je peux dire ça, mais pompe afrique, un peu, un truc clairement. Attirer les gens pour gagner sa croûte, voilà, en donnant des belles idées sur le monde, sur la vie, mais c'est un peu enfoncer des portes ouvertes. Ouais. Parce que tout le monde sait un peu quand même que la vie, pour s'en sortir, faut bien gagner sa vie. Pour bien gagner sa vie, il faut être bien dans sa peau. Enfin, c'est quand même des poncifs, tout le monde sait ça, quoi. Ouais. Et du coup, je trouve que c'est des choses qu'on n'apprend pas grand-chose finalement en sortant de cette conférence. Moi, je me suis dit, oui, je savais un peu déjà tout ce qu'il a dit, quoi. Ouais, puis en plus, si tu veux aller plus loin, effectivement, qui te renvoie à ton livre, si tu as une conférence, a priori, c'est que tu as envie de plus que de la lecture d'un livre. C'est quand même le principe, quoi. Si c'est pour répéter des banalités et te renvoyer à un bouquin, enfin voilà, pour répondre à une question, c'est un peu nul, quoi. Le but, c'est quand même le côté un peu interactif ou nouveau, ou qui apporte quelque chose en plus. Oui, c'est ça, puis rencontrer la personne, être dans une rencontre, un échange, alors que là, il n'y avait pas d'échange, c'était vraiment, vous verrez mon livre à la sortie. C'est une vitrine, quoi, une publicité. Voilà, c'est ça.
Donc je pense que pour en revenir à ta question, ce qui m'a vraiment fait sortir définitivement, et je saurais même pas dire si c'est définitivement, parce que par moments je reviens encore un peu. J'ai lu un livre de Fabrice Midal il y a pas si longtemps. Ça s'appelle Foutez-vous la paix et commencez à vivre ou à vous aimer, je sais plus. En tout cas, il y a Foutez-vous la paix dans le titre. Quelqu'un m'a offert le livre de Natacha Calestrémé, donc je suis encore un petit peu dans ces trucs-là, mais plus dans le sens peut-être bien-être, soin de soi, plus dans tout ce qui est croyance et être perché. Ouais, mais malheureusement, en fait, enfin, je dis ça pour prévenir aussi les personnes qui nous écoutent, hein. C'est que c'est hyper insidieux et que c'est pas parce que la personne, elle n'utilise pas le vocabulaire New Age auquel on est quand même sensibilisé. Voilà, c'est sûr, quand ça parle d'êtres de lumière, d'anges, d'archanges, du pouvoir des pierres, des chakras, d'énergie, de vibration, etc. Oui, ce vocabulaire, on l'a intégré, on a compris, c'est New Age, ok. Et donc on sort de ce truc-là. Néanmoins, enfin, je veux dire, Natacha Calestrémé, par exemple, elle fait du chamanisme et elle parle aussi de. Il me semble, alors je suis pas sûre, mais il me semble qu'elle parle des vies antérieures aussi. Et puis elle est quand même dans ce truc de on fait des rituels pour se libérer, pour restaurer notre énergie. Elle parle de l'âme. On est encore dans un truc qui est spirituel, on est encore dans un truc qui relève de la croyance. Elle prend un peu une posture de oui, moi à la base je suis journaliste scientifique, etc. Donc je suis pas dans la croyance, je suis dans un truc très rationnel, qui est la même posture que son mari Stéphane Alix, journaliste, qui parle en fait de la vie après la mort, de la médiumnité, etc., qui croit à ça, qui promeut ça dans tous ses bouquins. Et pourtant, désolé, mais on est dans la croyance. Faut pas oublier quand même que c'est des avis qui sont biaisés, qu'il n'y a pas de démarche fondamentalement scientifique là-dedans. Et c'est pas grave, hein. On peut aller explorer des choses qui ne relèvent pas de la science, il n'y a pas de souci avec ça, mais juste, ok, on en a conscience. On n'est pas dans un truc carré, on est dans un truc qui est très subjectif. Et donc, on peut peut-être aller piocher des trucs. Il y a des rituels, des exercices en fait qui peuvent même être proposés en psychothérapie, qui peuvent être sympas à faire, qui peuvent faire du bien. Maintenant, la croyance de oui, ça va restaurer mon énergie, de ça va me ramener tel morceau d'âme, ça va me libérer. Attention, quand on veut régler un problème de l'ordre de la santé mentale, de l'anxiété, des pensées négatives, de la dépression, un mal-être en fait, tout simplement, même si on met pas de mots précis dessus. Attention à ce que ces univers-là vont nous apporter. Est-ce que ça nous apporte réellement sur le long terme? Est-ce que ça fonctionne? Ou est-ce que ça nous apporte juste une histoire qu'on se raconte autour de ce qui nous arrive? Est-ce que ça nous aide vraiment à avancer? C'est vraiment important de se poser des questions, de prendre du recul et puis surtout peut-être d'alterner. Tu vois, tu dis aujourd'hui t'es suivi donc par un psychiatre pour notamment le traitement. Il y a aussi les psychologues pour vraiment faire le travail de fond de thérapie. C'est bien aussi de pouvoir en parler à ces personnes-là, de faire ce travail en fait en profondeur et ça prend du temps aussi. Attention aux promesses. C'est mon petit message prévention, pardon, mais je peux pas m'en empêcher quand on commence à parler de ça. Attention aux promesses aussi qui vont être faites. Par exemple, Natacha Calestrémé, elle te promet quand même que avec son livre, si tu fais tous les rituels, en gros, tous tes problèmes seront résolus en termes d'abondance, en termes de bien-être, de vie sentimentale ou familiale, etc. Ça prend du temps. Et puis peut-être qu'on pourra pas tout guérir aussi. Oui. Je confirme ce que tu dis parce que moi, ça fait plus de 20 ans que je suis en thérapie psy. J'ai vu une pédopsychiatre quand j'étais au lycée. Et depuis, j'ai toujours vu un psy depuis l'âge de 18 ans. Donc, ça fait la moitié de ma vie. Et le travail n'est pas fini. Et je pense qu'il sera peut-être même jamais fini. Enfin, disons, pour moi, il y a pas de fin. Je vois pas de fin, en tout cas. Et j'ajouterais aussi que tu fais bien de repositionner, c'est vrai, sur tous ces auteurs, ces autrices
qui apportent comme ça des solutions éclairs, alors que en fait c'est juste une perception qu'on peut avoir, mais c'est pas prouvé par A plus B. Il n'y a pas de démarche scientifique comme tu le dis. Et moi je sais que Natacha Kralj-Strémé, c'est quelqu'un qui m'a offert le livre alors que justement je sortais de tout ce qui était spiritualité. Donc quelqu'un m'a remis dedans d'une certaine façon, et j'ai entamé le livre, et au bout de 2 chapitres j'ai arrêté de lire, parce que je me suis dit oui d'accord, mais elle aussi elle enfonce des portes ouvertes un peu. Elle dit que si vous avez des problèmes aux pieds par exemple, c'est parce que vous avez peut-être porté trop de choses, ou bien mal au dos, j'ai porté trop de choses. Enfin, elle associe un mal physique à un mal mental. Mais en fait, si on lit ce qu'elle écrit, on peut tous arriver à cette déduction qu'elle écrit. Ouais, puis c'est pareil, ça te fait une belle jambe. J'ai envie de te dire, va chez un kiné, va voir ton médecin généraliste si t'as une douleur physique. À un moment donné, c'est pas parce que tu fais... Enfin, ou alors essaye, tu vois, fais ton rituel, ok. Dans 2 semaines, tu reviens. Est-ce que t'as toujours mal aux pieds? Oui, ah oui, mais c'est parce qu'en fait, je l'ai pas bien fait. Non, va voir un kiné maintenant, ça suffit, tu vois. Parce que je veux dire, tu peux tester des choses, mais regarde les résultats et arrête de t'illusionner. Mais peut-être ça va marcher. Mais et encore, j'ai envie de te dire, ok, 2 semaines après, t'as plus mal aux pieds. Est-ce que ça veut dire que le rituel a marché pour autant? Bah, on n'en sait rien. C'est moins sûr. On n'en sait rien. Je peux pas dire oui, je peux pas dire non. On n'en sait rien. Juste, c'est pas du tout scientifique comme démarche. Donc, c'est juste avoir conscience de ça. Après, si ça t'amuse, t'as envie de tester des choses, pourquoi pas? Donc, c'est bien d'aborder un petit peu ça, parce qu'effectivement, c'est difficile quand on sort du New Age. Et ben, on en sort progressivement déjà. Ça a été mon cas également. Et puis, en plus, on se fait attraper des fois par des personnages qui ont l'air très rationnels ou qui ont une certaine posture de ouais, mais moi, je suis pas dans le New Age, je suis pas perché, je suis très connectée à la réalité, en plus, j'écris des bouquins, c'est carré, j'ai fait des recherches, etc. Fabrice Midal, par exemple, c'est vraiment l'exemple type. Fabrice Midal, c'est un journaliste, je crois, à l'origine. Hein. Il me semble qu'il était journaliste. Ouais. Et il fait des conférences, il écrit des livres, et en fait, il dit moi, je me rattache à quelque chose de terre à terre, mais il a aussi un peu tous ces poncifs, des trucs avec effet Barnum, justement, où tout le monde peut un peu se reconnaître, un peu consensuel. Je sais pas si c'est le mot consensuel. Ok. Bah alors, Fabrice Midal, je vois le personnage, mais je sais pas trop, j'ai pas lu ses livres et tout, donc je sais pas. Mais dans tous les cas, peu importe, ouais, faut faire gaffe, quoi. Faut faire gaffe à ce qu'on écoute, ce qu'on consomme. Et puis toujours prendre le temps de prendre du recul. Et je dirais même quand on est un petit peu trop enthousiaste, alors c'est chouette, mais il y a une émotion. Donc ça veut dire aussi que notre capacité de discernement, elle est moindre quand notre émotion est plus stimulée. Donc ok, ça t'enthousiaste, t'écoutes tu lis ce bouquin et puis peut-être ça te fait du bien, c'est réconfortant et tout, et c'est chouette. Mais derrière, rien n'empêche de prendre le temps, de décortiquer un petit peu qu'est-ce que je viens de lire finalement, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce que j'en retiens, qu'est-ce que j'en fais. Oui, c'est d'avoir le recul finalement, c'est de réaliser que si on consulte un peu des ouvrages comme ça ou qu'on regarde des gens en vidéo qui sont dans ces idées-là, bah de bien quand même garder en tête que c'est dans cette mouvance-là et que attention, c'est pas ça, disons... Le chemin, pour moi, je vais parler en termes spirituels, c'est affreux, mais pour moi, c'est pas ça qui va m'aider, quoi, en fait. C'est pas mon chemin. En fait, c'est un peu comme si des gens me disaient ma façon de vivre, ma façon de faire et tout ça, et m'endoctrinaient d'une certaine façon, me montraient une manière de vivre. Alors que personne n'a montré une manière de vivre. Il n'y a que moi qui sais comment je peux vivre, en fait. Donc, comment j'ai envie de vivre aussi. Ouais. Tout en n'écrasant pas les autres, je précise bien, hein, tout en tenant compte des autres autour de moi, parce que je trouve que tous ces trucs, justement, de développement perso, c'est très perso, mais on tient pas compte des autres, et ça, c'est quand même une grosse dérive aussi, je trouve, d'oublier
que les autres aussi ont leurs problèmes, qu'on a une interaction avec eux, qu'on a besoin d'eux, qu'ils ont besoin de nous. Et voilà, tout ça, on l'oublie aussi avec ces fausses thérapies, en fait. Ouais. Quels résultats, justement, tu as pu observer à la fois dans les thérapies alternatives, si tu en as observé, et à la fois, après, tu m'as dit, voilà, maintenant je vais beaucoup mieux parce que j'ai un traitement, parce que j'ai un suivi. Donc finalement, où est-ce que tu as pu observer des résultats ? Alors déjà, les résultats pour moi sont arrivés depuis que j'ai mon nouveau travail qui, aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis dans ce travail. Et c'est mon travail qui m'a vraiment aidée à aller mieux. C'est-à-dire que là où je travaille, les gens sont bienveillants. Le patron et mon chef d'atelier sont adorables. Il y a une super ambiance. Notre patron nous soutient. Il fait une cohésion sociale dans l'équipe. Et ça m'a vraiment aidé à aller mieux. Et parallèlement, ce qui a fait aussi que je pense que j'ai progressivement retrouvé du poil de la bête, c'est que j'ai été suivie par, en parallèle, une psychiatre et une psychologue, et c'est toujours le cas à l'heure actuelle. Et donc la psychologue, elle me permet de dire un petit peu tout ce que je ressens et de l'analyser et de décortiquer qu'est-ce qui, pourrait m'aider à avancer dans telle ou telle direction. Donc c'est un peu un radar, une sorte de radar. Et la psychiatre qui a finalement décidé, on a décidé, elle et moi, d'un commun accord, que j'entame un traitement de stabilisateur d'humeur, parce que j'avais vraiment, chimiquement dans le cerveau, j'avais peut-être un dysfonctionnement, un déséquilibre des humeurs ou des émotions, je ne saurais pas l'expliquer. Et au bout de plusieurs traitements, on a trouvé un traitement qui correspondait, une molécule qui correspond en fait à mon trouble, ma cyclothymie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, sans avoir vraiment fait d'efforts particuliers, la chimie de mon cerveau, elle est rétablie, et donc j'ai des pensées saines, je me sens plutôt bien, j'ai pas l'impression d'être plus nulle que tout le monde ou mieux que tout le monde. Alors qu'avant tout ça, avant ces traitements, même durant le suivi, j'ai eu un suivi sur 20 ans quand même, donc bon, j'ai toujours eu ce truc de me rabaisser, de me sentir toujours en dessous de tout, en dessous des gens, une non-confiance en moi qui était vraiment excessive. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, j'ai une non-confiance en moi qui est plutôt normale, qui est plutôt dans la moyenne, et de même, mes humeurs sont dans la moyenne. Je suis pas ni trop haut ni trop bas comme j'étais. Donc vraiment, pour moi, le suivi en médecine conventionnée, ça m'a vraiment apporté. Après, les thérapies que j'ai faites en à côté, elles m'ont peut-être apporté certaines consciences. Je ne saurais pas vraiment dire ce que ça m'a apporté. Ça m'a plus rempli avec des images, avec des histoires, ça m'a rempli un imaginaire en fait. Je pense pas que c'est ce qui m'a soigné, c'est ce qui m'a comblé quelque part, peut-être un manque affectif, ou ça a comblé quelque chose sur un temps donné, et à un moment ça suffisait plus. En plus, ce qui est intéressant, c'est que tu parles d'une dévalorisation de toi qui est persistante, quoi, malgré la thérapie. La thérapie, je veux dire, via ton psychologue, ta psychologue. Et en fait, justement, dans les thérapies un peu spirituelles, on va être beaucoup dans la valorisation de soi. Et puis c'est quelqu'un d'autre aussi qui nous dit qu'on est spécial, qu'on a une mission, etc. Donc forcément, ça vient répondre à ta problématique de base, en tout cas sur le court terme. Exactement, oui, c'est ça. Tu as tout résumé en 2 phrases. C'est vraiment ça. C'est un manque crucial de confiance en moi qui a été, oui, quelque part, ça a été rempli, comblé par des fausses promesses, des trucs, une fausse valorisation finalement tronquée, quoi, quelque chose de... C'est de la manipulation, faut le dire, en fait. C'est vraiment une forme de manipulation subtile, quoi. Ouais, parce que ça rend dépendant, ça rend addict à ça. Parce que dès que la personne, elle est plus là pour nous dire « Hey, t'es génial, t'es spécial, etc. »
en fait, on retourne à nos pensées négatives très très vite. Ça résout pas le schmilblick, quoi. Non, pas du tout. À un moment donné, quand on est à fond là-dedans, on est sur sa planète, on est dans un trip, hein, si on peut parler de LSD ou je sais pas quoi, on est dans un trip. Et en fait, quand on redescend sur Terre, la chute est brutale parce qu'on se dit j'ai toujours mes problèmes, en fait, je suis toujours pas bien. Quand on se regarde en face et qu'on se dit qu'on est parti dans une dérive, et qu'après on se rend compte qu'on est sorti de la dérive et que j'ai toujours mes problèmes, ça va toujours pas, qu'est-ce que je peux faire? Moi, à un moment donné, d'un coup, je me suis dit, allez, j'arrête tout ce qui est alternatif, stop, terminé, et je reviens dans une médecine conventionnée et en plus remboursée, hein, parce que tout ce qui est alternatif, faut le dire, c'est pas remboursé. Et voilà, et ça m'a remis sur pied, oui. Ok. Alors du coup, c'est quoi ton rapport à la vie amoureuse aujourd'hui? Oula, alors moi, aujourd'hui, c'est un petit peu, je dirais, j'ai un peu de désenchantement vis-à-vis de la vie amoureuse, parce que parallèlement à cette relation fantasmée, j'ai eu des relations en vrai dans ma vie. Okay. J'en ai eu 3 ou 4 des vraies relations avec des garçons, et ces relations ont toujours été un peu bancales, un peu dysfonctionnelles. Et à l'heure actuelle, j'ai pas de relation. Ça fait presque 2 ans que j'ai plus de relation. Et je me suis jamais sentie aussi bien. Et je me dis qu'en fait, le couple, c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Et je me dis, moi, actuellement, je me sens mieux seule que si j'étais avec quelqu'un. Et ce que ça a changé aussi, c'est que je me dis qu'il faut plus que je me projette sur quelqu'un comme je l'ai pu le faire avec Julien. Il faut plus que disons que j'imagine des choses d'une personne. Il faut vraiment que je vive ce qui est dans la matière. Je parle encore en termes spirituels. Dans le vrai, quoi. Dans ma vie. Il faut plus que ça soit de l'ordre de la pensée. Il faut que ça soit verbalisé. S'il y a quelque chose, il faut que je le dise à la personne, que la personne me le dise, qu'on échange, qu'on se comprenne, qu'il y ait une communication effective. Okay. Pour moi, la relation amoureuse, je pourrais pas la vivre où ça sera faussé, quoi. Si j'imagine trop, si je suis trop dans le fantasme. Donc voilà ce que je me dis aujourd'hui. Pour l'avenir, en tout cas, si je suis amenée à rencontrer quelqu'un d'autre, pour moi, il faudra vraiment que j'ai les pieds sur terre dans la relation, quoi. Ok, c'est super intéressant. Alors avant ma dernière question, est-ce que tu avais envie d'ajouter quelque chose par rapport à ce qui était dit? Alors je voulais ajouter que ça me fait du baume au cœur vraiment d'avoir pu partager cette expérience, que vraiment je t'en suis très reconnaissante et que j'ai trouvé que c'était aussi intéressant à un moment où je te parlais de mes lectures, que tu aies pu repositionner pour dire, vous voyez, on peut retomber dedans, même si on y a été et qu'on pense en être sorti. Je pense qu'il y a toujours une faille, il y a toujours, disons, un fil un peu mince, et on peut vite retomber dans les dérives, d'autres dérives ou des dérives semblables. Moi, je dirais vraiment, le fin mot de l'histoire pour moi, ça serait de vraiment faire attention à ne pas se faire manipuler, en fait. De toutes les formes qu'elles soient, la manipulation, c'est quelque chose qui détruit rapidement et ça peut causer des formes de, je sais pas si on peut parler de traumatisme plus ou moins fort, mais enfin bon, voilà. Après, je veux pas m'étendre, mais moi, je connais bien le phénomène de la manipulation parce que j'ai été manipulée à maintes reprises dans ma vie. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment pour moi, il faut garder son libre arbitre, son discernement et vraiment faire attention à pas se faire avoir et manipuler, quoi. Voilà. Ouais, et c'est pas mince à faire, hein. Il faut se renseigner sur, je pense, sur les techniques de manipulation. Il faut avoir conscience en fait que c'est hyper insidieux, faut pas se croire au-dessus en fait de la manipulation, même quand on est sorti d'une certaine forme de croyance. Mais ça veut pas dire que tu peux pas retomber dans autre chose. Effectivement, c'est intéressant que tu le dises. Et personnellement, je fais aussi beaucoup attention à ça, aux biais, puis surtout. Alors le petit conseil que moi je pourrais donner, c'est
de prendre le temps. Parce qu'en fait, on est toujours dans le allez, tout de suite, je veux ma réponse, je veux consommer du contenu, un peu dans la branche capitaliste. Hein, et en fait, juste arrête-toi sur ce que tu es en train d'écouter. Quand tu lis un livre, prends le temps de prendre conscience de ce que je suis en train de lire et de pas être dans une boulimie de la connaissance. Faut accepter, à mon avis, c'est comme ça qu'on se fait moins prendre dans les pièges, c'est accepter qu'on n'aura pas la réponse tout de suite, accepter d'être patient et accepter aussi des fois d'être dans le flou et d'être perdu. Oui. Mais après, c'est mon point de vue, hein, chacun en fait ce qu'il veut, mais personnellement, c'est ce qui m'aide à, ok, tranquille Julie, on se calme et on prend le temps. Oui, c'est vrai que le temps est important. Parce que les choses n'arrivent pas comme ça, n'arrivent pas en claquant du doigt. Il y a vraiment une temporalité. Il y a un temps pour comprendre, il y a un temps pour se défaire de ce qu'on a cru, pour croire autre chose ou bien se remettre le pied à l'étrier sur autre chose. On ne sort pas comme ça d'une dérive sectaire, on ne sort pas comme ça d'un mouvement qui nous a emportés sur des années. Alors du coup, ma dernière question, c'était s'il y a des livres, d'autres contenus que tu souhaites partager. Alors, personnellement, moi, c'est vrai que je lis plutôt des romans, je lis plutôt des histoires, disons, fictives. Mm-hmm. Donc, je peux pas vraiment conseiller d'histoires fictives. J'en ai pas lu sur la question, en tout cas. Par contre, je me suis renseignée là sur Internet ces derniers jours et j'ai découvert donc un livre qui, je pense, peut vraiment être, disons, remettre les choses en place. C'est le nouveau péril sectaire de Jean-Loup Adenor et Timothée de Roglaudrin. Ok. En fait, je l'ai pas lu personnellement, mais je compte le lire. C'est un livre d'après le résumé qui justement dénonce des plus grosses dérives sectaires aux plus disons, invisibles. Okay. Les dérives sectaires telles que les témoins de Jéhovah, la scientologie, bon, c'est des sectes, clairement. Mm-hmm. Et après, ils vont plus dans la finesse de l'analyse et ils vont plutôt détecter tout ce qui est dérives New Age, ce genre de dérives. Okay. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant à lire. Ah bah super, bah carrément, là tu m'as convaincue, j'ai envie d'acheter le bouquin déjà, voir un peu de quoi il s'agit carrément. Après, moi j'ai pas vraiment à part le livre que j'ai écrit parce que bon, c'est un témoignage, donc c'est plus comme une forme de témoignage sous une forme fictive. Et donc c'est un peu... Quand j'ai écrit sur la fin de l'histoire, j'étais pas encore sortie de la dérive. Ok. Donc on peut se dire, voilà, elle est dedans, quand on sait de quoi il s'agit, elle est dedans, mais comment je l'ai vécu de l'intérieur, disons. C'est plus ça qui pourrait intéresser, je pense, des personnes curieuses, de voir comment on peut vivre ça de l'intérieur. Ah ouais, c'est super intéressant. Et puis c'est bien effectivement de le préciser, du coup, pour ceux qui auront envie de le lire, ben voilà. Faut se mettre à la place de quelqu'un qui est dans cette croyance-là. Et puis, du coup, peut-être des personnes qui sont dans cette croyance-là pourront voir qu'en fait, ouais, c'est exactement ce qu'ils ressentent, c'est exactement ce qu'ils vivent. Et puis, réaliser qu'en fait, c'est une croyance dont tu es sorti. Donc, super chouette. Merci beaucoup, Raphaël, du coup, pour ce partage. C'était super intéressant. Un grand merci aussi à toi, Julie. C'est vraiment un échange... super, vraiment à tous les niveaux, quoi. C'est un échange éveillé au vrai sens du terme, éveillé. Ouh là là, attention parce que bientôt on va me dire que je suis une gourou, hein, donc on va avoir des adeptes en secours. Oh, c'est ça, on va avoir des adeptes. Allez, on va aller sur la secte de la chaîne là. Oh non non. Ah oui, non, surtout pas ne pas être un gourou. C'est vraiment non important. Non. Le but de la chaîne, c'est vraiment que chacun puisse mettre sa pierre à l'édifice. Raconter un petit peu ce qu'il a vécu dans cet univers spirituel et puis prévenir des dangers. En tout cas, ça le fait remarquablement bien. Moi, j'ai vu la première interview et c'est vrai que c'était super intéressant aussi le point de vue d'une personne qui justement n'est pas là-dedans et qui vit une relation avec une personne qui est là-dedans. Ouais, carrément. Merci Maurice.